Latte. Christophe Ondelatte. Mais des comme ça, jamais. Voici l'enquête sur la disparition en novembre 2007 dans les Vosges d'un certain Robert Pichon. Vous allez voir, cette histoire va vous faire tomber de votre chaise au début, au milieu et à la fin. Alors accrochez-vous. Pour la débriefer, je ferai appel à l'une des meilleures avocates du barreau de Nancy, maître Liliane Glock. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Pour une fois dans cette histoire, vous allez connaître le nom des meurtriers d'entrée. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais ça n'est pas de ma faute, hein. Ne m'en voulez pas, c'est l'histoire qui est faite comme ça. La scène se déroule le 13 novembre 2007 à l'accueil de la gendarmerie de Sénonnes, une petite ville en plein cœur du massif des Vosges. Il est 2h de l'après-midi, le planton ronronne comme un gros chat au coin du feu, et là la porte s'ouvre, un jeune couple entre, n'a pas décidé, avec l'air de ceux qui viennent porter plainte. Mais non. Bonjour. On vient vous voir parce que... on a tué notre voisin. Celle-là, le planton, on ne la lui avait jamais faite. Vous avez tué votre voisin ? Oui. Voilà, on peut tout vous raconter. Bon. Écoutez, très bien. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Le gendarme installe le couple dans une petite salle, il va prévenir un collègue, et il décide de les auditionner séparément. S'ils nous jouent du violon, on va bien voir s'ils sont bien accordés. Hein. Je vous fais les présentations. Elle, c'est Maude Tellier, elle a 27 ans. Et son copain, c'est Olivier Benoît, il en a 35. Ils sont tous les deux toxicomanes. Ils habitent Moyen-Moutier, à une 30aine de kilomètres de Sénonnes. Et donc chacun de leur côté, ils racontent la même histoire. La même. Venez avec moi. Venez vous asseoir dans le bureau où on l'interroge, elle, Maude Tellier. Eh bien, on a tué Robert. Robert Pichon. C'était notre voisin, notre voisin pas tout à fait, mais disons qu'il était pas loin, quoi. Il était à la retraite, il avait 61 ans, je crois. Et pour quelle raison vous l'avez tué ? En fait, ça remonte à il y a 6 semaines. Le 26 septembre. Avec l'automne qui arrive, avec Olivier, on s'est dit qu'il nous fallait du bois pour la cheminée. Et Olivier, sa mère, elle a une maison à Sainte-Hélène, en pleine campagne. Elle y va jamais. Mais Olivier a les clés. Et donc on a proposé à Robert de nous accompagner pour nous donner un coup de main, quoi. Je vous ai pas dit. Olivier et moi, on est toxicomanes, on est accro à l'héroïne. Sauf quand on trouve du Subutex. Vous savez ce que c'est, le Subutex ? Oui. C'est un médicament, un substitutif à l'héroïne. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on est arrivé à Sainte-Hélène, Olivier, justement, pensait qu'il trouverait une boîte de Subutex dans la maison de sa mère. Mais il n'y en avait pas. Et du coup, il a commencé à se sentir mal, quoi. Il s'est dit, quand le manque va arriver, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, il est retourné chez nous pour aller chercher du Subutex. Et moi, je suis resté avec Robert. Et comme il faisait froid quand même, j'ai dit à Robert, et si on se faisait un petit feu dans la cheminée ? On est rentré dans la maison et j'ai commencé à préparer le feu. Et là, il s'est approché. Et il a commencé à me faire des avances. En me disant ça nous laisse du temps. Et là, moi, je lui ai dit, prends tes rêves pour des réalités, Robert. Et là, il a remonté ma robe. Et il m'a mis un doigt
en me disant ça prendra pas longtemps. T'as qu'à te laisser faire. Maude Tellier dit que ça l'a mise très en colère, et que par ailleurs elle est sans doute en manque à ce moment-là. Alors elle attrape le manche de pioche avec lequel elle est en train d'attiser le feu, et bam! Mais l'autre ne lâche pas. Au contraire, il la tire vers lui. Et bam! Elle lui balance un autre coup sur la tête. Et là, Robert Pichon s'effondre, il ne bouge plus. Du sang coule de sa bouche. J'étais horrifié. Je tremblais de tout mon corps. Alors je suis allé me recroqueviller dans un coin. J'ai attendu qu'Olivier revienne. Et 1 heure plus tard, Olivier Benoît est de retour. Il a pris ses comprimés de Subutex. Ça va mieux. Il ouvre la porte de la maison. Et là, il y avait Robert, quoi. Il était affalé sur le sol devant la porte. Et Maud, elle était recroquevillée dans un coin. Elle tremblait. En partie, je pense, à cause du manque qui montait, quoi. Et donc, je lui ai glissé 2 comprimés dans la bouche. Et voilà, quoi, il y avait du sang partout. Sur le sol, un peu sur les murs. Je me suis approché, j'ai collé mon oreille sur la poitrine de Robert. Et voilà, quoi. Il respirait plus. Il était mort. Olivier Benoît raconte qu'à ce moment-là, il a sorti son téléphone pour prévenir la police. Et puis, il s'est dit, si on leur dit, il a voulu abuser d'elle, elle s'est juste défendue, ils vont pas nous croire. Bon, parce qu'il faut que je vous dise. De toute façon, vous allez vite vous en apercevoir. J'ai un casier. J'ai déjà fait de la cabane, une douzaine d'années de tôle pour des histoires de stupes et aussi des vols à main armée. Et donc je me suis dit, ils vont pas nous croire, quoi. Je vais y retourner. Je voulais pas y retourner. Et donc on s'est dit, faut faire disparaître le corps, quoi. Ils l'ont donc enroulé dans un drap. Ils l'ont chargé dans une brouette. Ils sont allés derrière la maison. Et là, ils se sont trouvés face à un gros tas de bois, plusieurs stères. Et donc on a mis du bois en dessous et du bois au-dessus. J'ai siphonné un peu d'essence avec un bidon dans le réservoir de la voiture. Je dirais une dizaine de litres. Et j'ai arrosé, quoi. Et j'ai mis le feu. Et là, ça s'est embrasé tout de suite. Et il y a eu comme une sorte de souffle qui m'est revenu dessus. Et j'ai pris feu. Heureusement, j'ai eu le réflexe de me jeter dans l'herbe qui était humide, mais j'étais bien brûlé, quoi. Ça me faisait très mal, et donc on a décidé d'aller tout de suite aux urgences, à Saint-Dié. Et là-bas, ils ont dit que c'était plus grave, et ils m'ont envoyé en hélicoptère à Metz. Et Olivier Benoît raconte qu'à Metz, après avoir reçu les premiers soins, les médecins voulaient qu'il reste. Mais lui, il fallait qu'il y retourne pour voir si le corps avait brûlé. Alors il a signé une décharge. Et avec Maude qui l'avait rejoint, ils ont repris la route de Sainte-Hélène. Et quand on est arrivé, le corps, il avait pas complètement brûlé. Et donc on a dû rajouter du bois, et le feu est reparti de plus belle. Et après on s'est dit, faut nettoyer dedans, quoi. Et donc ils ont dégoté tout ce qu'il y avait comme détergent dans la maison, et ils se sont lancés dans le grand ménage. Devant la porte, là, où Robert il est tombé, il y avait, vous voyez, comme un creux dans le sol. Et avec la brosse, on n'arrivait pas à tout enlever. Et donc j'ai rebouché avec du plâtre. Et j'ai bien lissé pour que ça se voit pas. Et voilà, quoi. Et après, dehors, quand le feu s'est enfin éteint, ils ont ratissé le foyer. Ils ont mis tout ce qu'il restait dans 2 seaux, qu'ils sont allés jeter dans la Moselle, à Épinal.
Mais la suite est très intéressante aussi, très. Ils se disent, maintenant Robert, il faut le faire disparaître officiellement. Et si possible, loin d'ici, loin de nous. Et ça tombe bien, Robert devait partir en vacances à Cannes, où il a un petit pied-à-terre. Et là, notre duo se transforme en génie du crime parfait. Ils ont dû regarder Faites entrer l'accusé, ces deux-là, ou alors les experts de TF1. Olivier laisse son téléphone à Maude. Il glisse le téléphone de Robert dans sa poche et il file à Cannes. Comme ça, si on analyse la téléphonie de Robert, il sera parti à Cannes. Mais il fait mieux que ça, Olivier. Il prend aussi la carte de crédit de Robert, dont il a le code, puisqu'une fois, il a fait des courses pour lui. Et arrivé à Cannes, il fait des petits retraits de ci, de là. Et puis, cerise sur le gâteau, avec le téléphone de Robert, il s'envoie un SMS à lui-même. « Salut Olivier, je suis bien arrivé, vive les vacances !» Et pendant ce temps-là, dans les Vosges, Maude va chez Robert, en mode « je m'occupe d'arroser les plantes et de nourrir le chien, un Saint-Bernard, pendant qu'il est en vacances. » Et les gens lui demandent « il est où Robert ?» Et elle répond « oh ben, il est au soleil, hein, le vénard !» Un vrai travail de pro. Et tout ça, ils sont en train de le raconter aux gendarmes en détail. Et c'est pas fini. Nos génies du crime parfait n'ont pas encore tout raconté. Un mois et demi plus tard, ils se disent, à un moment, il faut bien qu'il disparaisse officiellement, le Robert. Il faut que quelqu'un s'inquiète. Et donc, début novembre 2007, ils envoient un SMS sur son portable. C'est l'Olive. Si tu t'occupes pas de tes papiers, tu vas être dans la merde. Désormais, tu te démerdes. On veut plus avoir affaire à toi. Tu t'es bien foutu de notre gueule. On veut plus de problèmes avec les keufs. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus nourrir le chien de Robert Pichon, qui se met à hurler à la mort des journées entières. Du coup, les voisins s'inquiètent, et l'un d'eux va voir les gendarmes. Et les gendarmes, on leur dit, si vous voulez des nouvelles de Robert, demandez à son copain Olivier Benoît, il le connaît, il doit avoir son numéro. Et donc les gendarmes contactent Olivier Benoît assez banalement, hein, sans aucune arrière-pensée. Sauf qu'Olivier et sa copine Maude se disent « ouh là là, ça sent mauvais ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 7 semaines après, ils ont décidé de tout déballer aux gendarmes. Et voilà, ils viennent d'être mis en examen pour meurtre. Ils sont placés en détention provisoire. Et là, vous vous dites, ça y est, on sait tout. Ils ont avoué, allons directement au procès. Eh bien, ça n'est pas si simple. Parce que maintenant, faut vérifier tout ça. Les aveux ne suffisent pas, il faut les corroborer. Par des preuves. Et pour en trouver des preuves, le mieux, c'est de commencer par la maison de Sainte-Hélène. Les gendarmes y arrivent confiants. Ils vont vite déchanter. Ils commencent bien sûr par la pièce où Pichon est censé être mort. Ils scrutent le sol. « Tu vois quelque chose, toi ?»« Non. Non, rien. » Et là, ils dégainent la potion magique, le Blue Star, ce produit qui révèle la moindre tache de sang, même infinitésimale. Rien. Nada. Que chi. Ça alors. Et donc, ils font sauter le plâtre qu'Olivier Benoît dit avoir étalé devant la porte pour dissimuler le sang qui résistait au nettoyage. Et là, ils trouvent 2 petites taches brunâtres. Mais est-ce que c'est le sang de Robert Pichon, ça? Ce sera au labo de le dire. Et après, les gendarmes passent à l'arrière, près du tas de bois. Mais ça s'est passé il y a 1 mois et demi, hein. Donc l'herbe a repoussé. Il leur faut un bon moment pour retrouver l'endroit. Et quand ils le localisent, ils tamisent la terre, méticuleusement. « Tu trouves quelque chose ?»« Non. Rien. » Rien. Pas une dent, pas de morceau d'os, pas de morceau de chair, rien. Et pas non plus de traces d'essence qu'ils disent avoir utilisées. Et pas non plus d'ailleurs d'insectes nécrophages, ces petites bêtes qui en général viennent se nourrir des derniers restes d'un cadavre. Dans les cendres,
Les gendarmes ne trouvent que les lunettes de Robert et un tout petit morceau du bracelet de sa montre. Conclusion des gendarmes. On n'est même pas sûr qu'un corps a brûlé ici, hein. Bon ben, ils ont dit qu'ils avaient mis les restes dans 2 seaux et qu'ils étaient allés les jeter dans la Moselle. Il n'y a plus qu'à aller à Épinal. Les gendarmes y vont avec des pompiers et des hommes grenouilles. T'as trouvé quelque chose? Non, non, rien du tout. C'est troublant. C'est très troublant. D'autant que les gendarmes viennent de recevoir les résultats des analyses des taches brunâtres retrouvées sous le plâtre. C'est du sang, mais tellement dégradé par les détergents qu'on ne peut pas dire que c'est celui de Robert Pichon. Est-ce que ce crime a seulement eu lieu? En vérité, à ce stade, il n'y a qu'une seule chose qui soit certaine. Robert Pichon a bien disparu. Depuis début novembre, personne ne l'a vu. Son compte bancaire a cessé de bouger, son téléphone n'a émis aucun appel. Mais c'est le seul élément qui colle avec les aveux des 2 zozos. Mais son absence ne prouve pas qu'il a brûlé comme un hérétique. Mais au moins un élément vient coller avec la déposition du couple. L'hôpital de Saint-Dié confirme que le 26 septembre, un certain Olivier Benoît s'est présenté avec de graves brûlures. Ah oui, hein, il était sérieusement touché au bras et au visage, et donc on l'a envoyé à Metz par hélico. Sur ce point-là, c'est sûr, ils n'ont pas menti. Mais on ne peut toujours pas être certain qu'ils n'ont pas inventé tout le reste. Mais le doute ne subsiste pas longtemps. Les gendarmes perquisitionnent le logement d'Olivier Benoît et de Maude Tellier. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Regarde ça. Un jogging avec une tache de sang. Et je vous le dis tout de suite, le labo confirmera que c'est le sang de Robert Pichon. Ça ne prouve pas le meurtre, mais ça n'est pas rien non plus. À partir de là, admettons que le meurtre a bien eu lieu. Mais il reste un truc à vérifier. C'est cette histoire de légitime défense. Maude Tellier dit « Je l'ai frappé parce qu'il a voulu me violer ». Mais est-ce que c'est vrai? Les gendarmes s'aperçoivent qu'1 mois avant le drame, ou en l'état le supposé drame, au mois d'août, Robert Pichon a été cambriolé. Il était à l'hôpital pour une opération bénigne, on a vidé son appartement. Mais quand je dis vidé, c'est vidé. Les rapetous ont tout emporté. Les meubles, les tapis, la hi-fi, l'électroménager, la vaisselle, tout, jusqu'à la brosse des WC. Et en prime, ils ont lacéré les murs et cassé des vitres. Quand il a déposé plainte, Robert a estimé son préjudice à 50 000 €. Et un voisin en raconte une bien bonne. Ah ben ce jour-là, j'ai vu Olivier Benoît, avec une lampe de salon sous le bras. Ça, je l'ai vu. Et là, 2 hypothèses. La première, les voleurs s'appellent Olivier et Maude. La deuxième, c'est une arnaque à l'assurance, montée par Robert Pichon et les 2 zozos. Interrogés, les 2 avouent la version qui les gêne le moins. Bon d'accord, on reconnaît, on a aidé Robert à monter cette arnaque à l'assurance. Mais est-ce qu'on doit les croire? Et du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas éliminé Robert pour lui carotter les 50 000 de l'assurance? En fouillant la maison de Sainte-Hélène, en présence d'Olivier Benoît, les gendarmes tombent sur une pièce remplie de meubles. Dites, monsieur, ça serait pas les meubles de Pichon, ça? Oh, pas du tout. Robert, il avait un style beaucoup plus rustique que ça, et puis réfléchissez, une fois mort, l'assurance, elle n'aurait pas payé. Possible. Mais est-ce que ça n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait vivre après sa mort pendant 7 semaines? Pour laisser le temps à l'assurance de verser l'argent et dans la foulée de siphonner son compte en banque. Si c'était ça le mobile. En perquisitionnant le cabinet d'assurance de Robert, les gendarmes tombent sur une procuration signée de sa main
Il donne à Olivier Benoît les pleins pouvoirs en cas d'invalidité ou de décès. Quoi qu'il en soit, en novembre 2008, 1 an après les faits, Maude et Olivier sortent de prison, avec une seule contrainte, qu'ils ne se croisent jamais d'ici leur procès. Mais à propos, cette procuration au cabinet d'assurance, est-ce qu'elle est authentique? Les enquêteurs désignent des experts en écriture pour l'expertiser. Eh bien, il y en a qui disent que c'est l'écriture de Robert Pichon, et il y en a un qui dit que c'est l'écriture d'Olivier Benoît imitant celle de Robert Pichon. Bon, sachez que l'expertise en écriture, c'est une science très molle, hein. En revanche, dans ce dossier, il y a un truc qui n'est pas mou du tout, si j'ose dire. Dans les papiers de Pichon, les gendarmes ont retrouvé un paplard, un certificat médical, signé par un médecin, avec le tampon et tout, hein, qui dit que Robert était impuissant. Est-ce qu'un type impuissant a des pulsions de fiole? Cela dit, pourquoi le retraité s'est-il fait faire ce certificat médical? À quoi ça sert, un papier qui certifie que vous êtes impuissant? Les gendarmes vont voir le médecin. Ah ben c'est M. Pichon qui a insisté pour l'avoir, hein, ce papier. Et comme c'était vrai, ben je l'ai fait, quoi, pour lui faire plaisir. Et pourquoi voulait-il ce papier? La réponse est dans le casier judiciaire de Robert Pichon, parce que il en avait un. En 1996, il a été condamné à 1 an de prison pour des agressions sexuelles sur ses 2 filles. Et quelques années plus tard, on l'a accusé d'attouchement sexuel sur une mineure de son quartier. Donc Robert, tout impuissant qu'il était, avait bien une bite à la place du cerveau. La légitime défense invoquée par Maude Tellier redevient très crédible. Mais à ce moment-là, les 2 idiots commettent l'erreur, alors qu'ils sont libres, de se revoir, alors que ça leur est strictement interdit. Et donc Olivier Benoît retourne en prison jusqu'au procès. Mais pas elle. La révélation du passé libidineux de Robert Pichon, la victime, fait naître à ce moment-là une dernière hypothèse. Et je sais que elle va vous plaire, je vous connais, hein. Elle va vous plaire forcément. Et si Robert n'était pas mort, hein? S'il avait monté sa disparition avec les 2 zozos pour commencer une nouvelle vie, loin de son passé sulfureux de tripoteur. On l'aurait vu sans sa barbe à la terrasse d'un café dans le sud de la France. Je vous ai rien dit. Mais tout ça, ça n'est pas du tout la version que retient le juge d'instruction. Du tout. Il décide de renvoyer Maude Tellier et Olivier Benoît devant la cour d'assises pour assassinat. Il ne croit pas du tout à leur histoire d'accident. Il pense que ce jour-là, ils avaient prévu de le tuer pour récupérer l'argent de l'assurance. Ils encourent donc la perpétuité. Avant d'aller vous asseoir sur les bancs de la cour d'assises, il faut tout de même que je vous annonce un heureux événement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Vous vous souvenez que Libre, Maude et Olivier avaient enfreint l'interdiction de se rencontrer. Eh bien, en se rencontrant, ils n'ont pas perdu leur temps. Un petit garçon, qu'ils ont prénommé Zeus, est né en prison. Quelle drôle d'idée de mettre au monde un bébé quand on a en cours perpétuité. Le procès s'ouvre le 9 avril 2013 devant la cour d'assises d'Épinal. Et dans ce procès, tout est possible. Les jurés vont-ils retenir la version du meurtre prémédité, celle du juge, ou celle de l'homicide involontaire? Vont-ils les condamner à vie, ou pourquoi pas les acquitter? En tout cas, dans la salle, dans le public, je peux vous dire qu'il y en a qui sont fascinés par ce couple. Ce couple qui est resté soudé jusqu'au bout et qui a commis le crime parfait.
Sur la motivation pécuniaire d'un éventuel assassinat, le président de la cour d'assises lui-même reconnaît assez vite que cette théorie retenue par le juge d'instruction ne tient pas debout. Mais enfin, cet argent pour le toucher, il fallait que M. Pichon aille lui-même le percevoir auprès de la compagnie d'assurance. Et mort. Une fois mort, ce sont ses enfants qui héritaient. Et absolument pas les accusés. Enfin, tout ça ne tient pas debout. Pas faux. Même si le deuxième jour, un témoin, une certaine Nadine, plus ou moins amie avec Olivier Benoît, vient raconter. Olivier, il m'a fait des confidences. Et il m'a dit qu'il avait tué Pichon pour des motifs financiers, quoi. Depuis quand le connaissiez-vous, Olivier Benoît? Depuis le mois de mai ou juin 2007, quoi, quelques mois avant, quoi. Mais enfin, c'est pas possible! Il était en prison à ce moment-là. L'avocat d'Olivier Benoît vient de marquer un point. Ah, les témoins. Et puis, un médecin vient à la barre, dont le témoignage vient soutenir la thèse de la légitime défense. Vous devez savoir que M. Pichon avait tenté de se suicider il y a quelques années, en se tirant une balle dans la tête, et il avait conservé de cette époque la balle dans le cerveau, qui était demeurée en place. Et donc, il est fort possible que le coup que Madame Tellier lui donne sur la tête ait contribué à faire bouger cette balle, provoquant au passage une hémorragie cérébrale qui expliquerait qu'il se soit effondré subitement. C'est possible. Et voici venu l'heure du verdict dans ce dossier. Et ce verdict, il relève en vérité d'un tribunal correctionnel. Parce que les jurés n'ont pas du tout retenu la thèse du meurtre prémédité, et même pas celle de l'homicide involontaire. Maude Tellier est condamnée pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et elle prend 8 ans. Et comme elle a déjà purgé la moitié de sa peine, elle sort 3 mois plus tard. Et Olivier Benoît, que le juge d'instruction soupçonnait d'être l'assassin, il s'en sort encore mieux. Il n'est condamné que pour escroquerie. 3 ans de prison. Dans cette affaire, le juge d'instruction s'est complètement planté. Sans conséquence pour lui, rassurez-vous, il n'est même pas sûr qu'il soit au courant. Les juges d'instruction ne sont pas automatiquement informés du verdict des affaires qu'ils ont eu à instruire. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Voilà pour cette histoire absolument stupéfiante, et je suis avec vous, maître Liliane Glock, dans ce dossier. Vous étiez donc l'avocate, l'une des avocates de Maude Tellier. Quel fiasco quand même pour le juge d'instruction, arrêtons-nous là-dessus. Vous pensez qu'il est au courant du désaveu que lui a infligé la cour d'assises? Oui, il est parfaitement au courant, parce que d'abord je crois qu'il était encore en poste à Épinal à cette époque-là, et en plus maintenant il est à Nancy. Je ne vais pas vous dire que je le vois tous les jours, mais souvent quand même. Donc il est parfaitement au courant, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Quand un juge se trompe à ce point-là, il n'y a pas de sanction. Non. Non. Surtout qu'il se trompe, mais c'est écrit nulle part finalement. Au départ, ils sont renvoyés tous les deux devant la cour d'assises pour assassinat. Voilà, tous les deux. Donc finalement, comme si c'était des complices. Alors, vous avez quand même bien exposé la chose, Merci. Franchement, il manque pas grand-chose. Bon. Il y a que le coup d'envoi qui est un peu... vous avez dit, c'est rare une affaire comme celle-ci où on connaît les noms des meurtriers dès le début. Non, c'est rare que je les raconte. Oui, d'accord. Ok. Donc voilà, le juge d'instruction, le juge d'instruction en est fait au courant. Et si vous voulez, la cour d'assises nous a suivis. Moi, c'est la seule fois dans ma carrière déjà longue où je me suis présentée devant la cour pour faire condamner ma cliente à la place de celui qu'on renvoyait pour ça. C'est quand même original pour un avocat. Parce qu'elle vous le demande expressément? C'est la thèse des deux mises en cause, c'est la thèse du couple, quoi. Alors pourquoi finalement la justice en avait tant après Olivier Benoît?
Olivier Benoît, vous avez rappelé son casier judiciaire. En effet, à l'époque, il a 12 condamnations. Il est un peu plus vieux qu'elle. Elle, c'est une fille de bonne famille, vous voyez. Alors, je dis pas que lui est de mauvaise famille, mais c'est un peu un bad boy, on va dire. Ouais. Et elle est vraiment amourachée contre tout le monde, contre vent et marée, contre sa famille. Elle est amourachée de ce garçon. On va y revenir sur tout ça, Maître Glock. D'accord. Le verdict, quand même. Une condamnation pour, donc, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça ne relève pas, en vérité, de la cour d'assises. Hein, c'est une sorte de... Si, quand même. Oui, un peu, mais Bah, enfin, si. c'est le genre de condamnation qu'on a devant des tribunaux à 3 juges, expédiés en 48 heures. Ah oui, des fois pour un trafic de stupéfiants, de modeste importance, hein, ça arrive. Hein. Oui, tout à fait. C'est quand même pas banal qu'une cour d'assises réduise à ce point-là le quantum de la peine. C'est même presque un peu gênant, parce que, bon, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est elle qui a provoqué la mort de M. Pichon. Il n'y a plus de discussion. Mais il restait la question de la légitime défense, qui évidemment n'a pas été retenue, puisqu'elle est condamnée à 8 ans et qu'elle fait 4 ans. Et là, c'est quand même, la cour d'assises, je dois dire, m'a déçue un peu, parce qu'elle a considéré que, certes, elle avait été agressée sexuellement, mais que la réplique, en quelque sorte, avait été disproportionnée. Elle a tapé trop fort. Attendez, quand vous êtes agressé sexuellement, vous avez un bâton sous la main qui, paraît-il, était un manche de hache, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Elle a dit qu'elle avait tapé de toutes ses forces. On arrive à la comprendre quand même. Oui, N'importe quelle femme agressée sexuellement qui dispose seulement d'un bâton pour se défendre, elle va y aller de toutes ses forces. Et la cour d'assises vient lui dire, c'est trop, fallait taper moins fort. Ouais, Voilà, c'est un peu c'est surprenant. Il y a un personnage qui a l'air d'avoir joué son rôle dans cette affaire, c'est le président de la cour d'assises. Parce que j'ai compris que donc, au cours de l'audience, il dit lui-même à haute voix que le juge d'instruction est parti sur une mauvaise piste dans cette histoire de ils vont percevoir le remboursement du cambriolage auprès de la compagnie d'assurance. Il dit ça tient pas debout. Le président est un personnage. Il est censé ne pas manifester son opinion. Mais bon, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a du caractère en effet. Et oui, et son opinion, il avait une opinion bien tranchée là-dessus, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Il y a cette histoire de crime parfait, Liliane Glock, qui est assez saisissante. Au fond, ce qu'on comprend, c'est que s'il ne s'était pas dénoncé en vérité, en dehors de la tache de sang sur le jogging qui n'est pas rien, on ne pouvait pas les coincer. Et ils auraient pu dire, on voyait Robert Souvin, un jour il a saigné du nez, voilà, point. Et peut-être qu'il s'en serait totalement sorti. Est-ce que vous savez d'où ils sortent ce génie du crime parfait? Parce que des gens qui le tentent, il y en a beaucoup, mais dès qu'il y arrive, c'est très rare. Non, mais là, on peut pas dire qu'ils ont tenté le crime parfait, puisque les coups ne sont pas volontaires, quoi. Ils ont voulu, après, masquer la mort de... Oui, mais ça fait partie du crime. Bon. La manière dont ils masquent est imparable. Oui et non, hein. Vous savez, c'est pas pour faire mousser les avocats, si vous voulez, mais avec une affaire comme ça devant une cour d'assises, on a eu chaud, hein. On aurait pu se retrouver avec le verdict inverse, hein. Vous avez rêvé d'un acquittement? Pour Maud Tellier? Oui, mais c'est vrai qu'elle portait déjà quelque chose sur le dos, c'était les 3 ans et des poussières de détention provisoire, parce qu'à un moment donné, vous avez dit Olivier Benoît retourne en prison, mais pas elle. Mais si, elle accouche en prison. Elle hein. a fini par y retourner. Il n'y retourne pas en ben même oui. temps. Ouais. Oui. Non, il n'y retourne pas au même moment. Pour des détails de procédure, on ne va pas s'alourdir là-dessus. Mais elle comparait détenus. L'enfant né, elle est en prison. Ça sera sa belle-mère qui s'en occupera. C'était dramatique. Donc, si vous voulez, la quitter. Là, la République aurait été vraiment responsable du désastre. Hein. Il fallait lui faire un gros chèque à la sortie. Il y avait naissance d'un enfant, etc. Et il y a de gros dégâts. Hein, et la séparation avec les enfants, gros préjudice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Parce qu'au fond, moi, je les connais pas. Vous connaissez bien Maud Tellier, que vous avez vu sans doute au parloir à la prison. Et évidemment, pendant ces 2 procès d'assises, lui, vous l'avez vu aussi à ce moment-là. Ils sont très amoureux. Vraiment, ils sont très sympas. Ça me rappelle quand mon très vieux confrère, maintenant décédé, appelait le couple de la Vologne mon petit couple. Moi, je pourrais dire un peu la même chose. Ils sont quand même vraiment très sympathiques. Elle est amourachée de son mec, mais vraiment à fond. Justement, le juge d'instruction, qui les aimait pas trop. C'est une anecdote, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Quand ils se sont retrouvés détenus, ils ont voulu se marier en prison. Ils ont fait une demande pour se marier en prison et ils ont demandé au juge d'instruction. Le juge d'instruction leur a refusé.
Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais vu. C'est un droit absolu, le droit de se marier. Il a le droit absolu. Il a le droit. Mais non, il n'a pas le droit d'interdire, mais non. Et en plus, il l'a interdit par écrit. C'est mon confrère Passina, c'était Benoît qui avait demandé, il a dit non, vous aviez qu'à y penser avant ou quelque chose comme ça. C'est inouï un truc pareil. On n'a pas le droit de faire ça. Et après, ça continue parce que finalement, ils se marieront en prison. Ils se marieront en prison au mois de mai 2013. Donc on est quand même à la fin de l'instruction. Ils sont plus à Épinal, ils sont à Nancy et ils vont se marier à Nancy. Et là encore, pour les embêter, à chaque fois que le mariage doit être fixé, parce que là on s'est quand même rendu compte qu'on ne peut pas les empêcher de se marier, alors il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Les témoins se font retirer leur permis de visite ou n'arrivent pas à l'obtenir. Et alors ça, je m'en souviens. Bon, c'est une anecdote, mais en ayant marre de ça, je leur ai dit, écoutez, on va faire tout à fait différemment. Vous allez prendre chacun votre avocat comme témoin parce que nous, on ne pourra pas nous retirer notre permis de visite. Et c'est comme ça que mon confrère Passina et moi, on est allés les marier à la prison de Nancy avec l'officier d'état civil qui était venu tout spécialement. Le métier d'avocat mène à des choses intéressantes. Le bébé, voilà. Tout de même, Maître Glock, le bébé, quelle idée. Ils encourent perpétuité quand même quand ce bébé est né. Ils l'ont peut-être pas fait exprès non plus. Un accident. Ça arrive, quand même maintenant, tout le monde ne prend pas la pilule. J'ai pas de confidence là-dessus, si j'en avais, je les donnerais pas. J'en sais rien, ils n'ont peut-être pas fait exprès non plus, ça arrive encore. Vous savez s'ils sont toujours ensemble ? Non, j'ai plus. D'ailleurs, j'avais essayé de la joindre, ça aurait été évidemment intéressant pour vous de la voir si elle avait consenti. Non. Aucun moyen de les joindre. Mais bon, oui. Et c'est marrant parce que vous voyez ça de loin, quoi, mais quand on les connaît, Olivier Benoît, quand même, qui était un peu un baroudeur comme ça, bon. Moi, je l'ai vu avec l'enfant, chez le juge des enfants, hein. J'ai vu le couple. Bah, écoutez, c'était un bon père, quoi. Il avait vraiment un rapport super avec son fils, hein, qui était petit, bien sûr. Eh ben, moi, quand je vous entends, Liliane Glock, je me dis que vous êtes aussi une bonne avocate. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.